de la maison. Ils étaient armés de fusils et de coupe-coupe. Il y a un militaire qui m'a blessé avec son couteau à l'épaule. Donc, Monsieur le Président, il y a eu violence, pillage, destruction des biens meubles. Bref, et vol. À la lumière des déclarations des parties civiles, des témoins, les témoignages apportés à l'instruction préparatoire et à la barre de ce tribunal, le colonel Jean-Claude Pivy, alias Copla, ministre de la Sécurité présidentielle, s'est rendu coupable de plusieurs infractions à travers la responsabilité du commandement et de sa participation personnelle et individuelle dans la commission de dites infractions. Il s'agit entre autres d'assassinat, de complicité d'assassinat, coups et blessures volontaires par arme à feu, complicité de coups et blessures, complicité de torture, violence, complicité de viol, complicité de pillage, destruction des biens mobiliers et vol. Vous le déclarerez coupable et convaincu de toutes ces infractions. Le capitaine Moussa Dadis Camara, président de la transition. C'est le gros morceau. Sur les préparatifs du massacre du 28 septembre et les jours suivants. Monsieur le Président, honorable assesseur, vous remarquerez qu'il y a eu plusieurs étapes dans la préparation, dont entre autres. Première étape, le recrutement de 9000 jeunes. Selon l'aide du camp du président Moussa Dadis Camara, le commandant Aboubakar Sidiki Diakité, le président Moussa Dadis a recruté 9000 jeunes venant de la forêt qui ont suivi une formation rapide de commando à Kalia avec des instructeurs israéliens. Ça, c'est incontestable, Monsieur le Président. Cette formation a été confirmée par l'ancien président par intérim de la transition. Je veux nommer le général Sekouba Konaté lors de ses interviews devant les médias étrangers. Ce recrutement clandestin a également été confirmé par le colonel Oumar Sano, ex-chef d'état-major général des armées au temps du CNDD, dans son PV de déposition de témoins en date du 11 septembre 2014, code 1258, page 5, citation. Et d'ailleurs, il est venu ici, il a confirmé. Ces recrues de Kaléa étaient à la charge exclusive du chef de l'État et du ministre de la Défense nationale, dans le cadre de leur propre sécurité. Je n'ai assisté ni à leur recrutement, ni à leur formation. Et ça, c'est du jamais vu. C'est une milice. Le chef d'état-major général des forces armées c'est un responsable de l'armée. Après le président de la République, le ministre de la Santé, c'est la troisième personnalité de l'armée. Aucun recrutement, aucune formation ne peut se faire sans passer par lui, lorsque c'est légal. C'est lui qui initie le recrutement, c'est lui qui prépare le budget, c'est lui qui met les hommes en place pour le recrutement. Et c'est lui qui prépare la formation. Et après les mutations. Mais lorsque le chef d'état-major n'est au courant de rien, il n'a été associé ni au recrutement, ni à la formation, ça veut dire que c'est un recrutement clandestin. C'est une milice qui avait été recrutée. Dans son interrogatoire devant ce tribunal, le commandant Aboubakar Sidiki Diakité a déclaré
que des centaines de ces recrues ont été reçues, logées et prises en charge à la présidence par le président Moussa Dadis Camara, quelques jours avant les événements du 28 septembre 2000. Ça, c'est la déclaration de son aide de camp, l'homme le plus proche de lui, son conseiller, celui qui prend son sac partout où ils doivent aller, qui veille sur sa sécurité, son confident. Il est le mieux placé pour connaître ça et pour le dire. Monsieur Alpha Amadou Baldé, gendarme, garde rapproché du capitaine Moussa Dadis Camara, déclaré devant le pool des juges d'instruction. Voir son PV d'interrogatoire du 2 novembre 2010. Citation. Quand j'ai pris le service le 30 septembre 2009, j'ai trouvé en face de notre bureau un groupe de jeunes recrues venus du centre de formation de Kalia, Forêt-Karia. Parmi eux, il y avait certains qui avaient des blessures aux pieds. Ces jeunes étaient encadrés par un certain adjudant Bamba. Plus loin, il déclarait qu'il a appris que certains jeunes sportifs qui étaient dirigés par le sergent Touré du commando chinois s'étaient rendus au stade. Ce sont les mercenaires, ça. Ce sont les mercenaires. C'était des jeunes qui étaient à la recherche d'une incorporation dans l'armée. Je l'ai dit. Ça, c'était la première étape, Monsieur le Président. Le recrutement de 9000 hommes et leur formation de façon clandestine. Deuxième étape, la sortie des armes et munitions dans le magasin d'armes. Là aussi, c'est l'homme le plus proche du président qui le déclare, le commandant Aboubakar Sidiki Diakité. Il déclare avoir constaté l'embarquement à bord d'un camion militaire de plusieurs armes et munitions sur ordre du président Moussa Dadis Camara, quelques jours avant le 28 septembre 2009. Ces armes et munitions ont été dotées à la garde présidentielle parallèle et aux recrues de Kalia qui se sont rendus au stade. C'est ça, Monsieur le Président. C'est ce qui s'est passé. La garde parallèle, la garde présidentielle qu'il qualifie de parallèle et les recrues de Kalia ont été dotés de ces armes qui étaient dans ce camion et de ces munitions pour venir écraser leur population. Des armes blanches avaient été remises aux jeunes porteurs de maillots de Chelsea auxquels on avait promis le recrutement pour aller au stade. Il est important de rappeler, Monsieur le Président, que le chef de l'État avait ordonné le casernement de tous les militaires pour la journée du 28 septembre, en ne laissant que les gendarmes et les policiers pour le maintien d'ordre. On peut déduire que si la garde présidentielle, les recrues de Kaléa et les jeunes sportifs ont bougé de la présidence à bord des bus de transport public, c'est parce que le président Moussa Dadis a donné des ordres et des moyens. Les exécutants n'ont pas hésité de déclarer à certaines victimes d'être envoyées par le président Moussa Dadis Camara et d'avoir sa protection. C'est le cas de M. Ibrahim Khalil Ba, victime, qui déclarait à l'audience du 10 octobre 2023 devant ce tribunal. Selon certains bérets rouges, c'est le capitaine Dadis qui les a amenés au stade. C'est le cas aussi de M. Mamadou Bano Diallo qui déclarait devant le pool des juges d'instruction, voir son PV d'audition du 8 octobre 2012, code 1090, ce qui suit. 3 agents nous ont chassés dans cette concession et ont déclaré aux occupants qu'ils ont la protection du président Dadis et qu'on ne peut rien contre eux. Les gens étaient rassurés. Ils étaient rassurés. Troisième étape, la présence physique du président Moussa Dadis au stade ou à côté du stade. Ça fait couler beaucoup d'encre. Et le président s'est
opposés à cette idée. Mais je vais vous raconter ce que ceux qui vous ont vu ont déclaré. À l'audience du 16 mai 2023, c'est M. Yacouba Bari, partie civile, qui déclarait devant ce tribunal qu'au dehors, il y avait les gendarmes de l'antidrogue et les camions militaires avec les 12-7 en haut. Au dehors, ça veut dire derrière le stade. Rappelons que les 12-7 font partie du dispositif présidentiel. Le dispositif présidentiel ne bouge que lorsque le cortège présidentiel doit se rendre à un point B, à une destination connue. Sinon, le dispositif ne bouge pas. Et le dispositif ne bouge pas en l'absence du président. Parce qu'il est fait pour ça. Il est fait pour assurer la protection du président et de sa famille. Alors si les 12-7 ont été retrouvés à la devanture du stade, à l'esplanade du stade du 28 septembre, c'est parce que le patron était avec le cortège. C'est la déduction qu'on peut faire. Lors du second passage du capitaine Marcel Guilabogui, le bébé hollandais du capitaine Moussa Dadis Camara, à la barre ici, celui-ci déclarait, citation, « Le président Moussa Dadis Camara est au début, au milieu et à la fin de ces malheureux événements du 28 septembre. » Là, c'est un accusé qui accuse un autre accusé aussi. Pourtant, c'est son oncle. Le président Moussa Dadis est l'oncle, l'autre est le neveu. Ce jour, j'ai vu un cortège qui sortait et les gens disaient « Dadis, Dadis » avec plusieurs pick-up. Le soldat Ousmane me disait qu'il était sorti avec Makambo et que Toumba est sorti après Dadis avec un civil. C'est ainsi que j'ai décidé d'aller assurer la sécurité du président de la République afin de respecter le pacte. Le pacte entre le capitaine Moussa Dadis Camara, le capitaine Marcel Guilabogui, le commandant Aboubakar Sidiki Diakité et le commandant du salon. Et tous, ils ont reçu la lame et ils ont mangé. Le pacte, c'est de soutenir le capitaine Dadis jusqu'à la mort. C'est ça le pacte. Il continue. J'ai pris ma voiture et j'ai aperçu le dispositif au pont de Madina. Le dispositif présidentiel. Avant mon arrivée, le dispositif a bougé et j'ai évolué vers la Pharma-Guinée. Et j'ai garé ma voiture. Il y avait des gens qui portaient des bérets rouges et d'autres masqués. J'ai reconnu Makambo avec sa hache. Avant d'arriver, j'ai entendu des tirs. À la tribune, il y avait des hommes en maillot de Chelsea et d'autres avec des coris. Il ajoute que c'est la garde parallèle qui a exécuté les ordres au stade. Le chef de l'État utilise cette garde pour ses missions personnelles. Il s'agit entre autres Joseph Makambo, Gono Sangaré, Théodore Bégré, Moussa Tchebro Camara. C'est la liste de la garde parallèle. Il soutient que c'est le président Moussa Dadis Camara qui a donné l'ordre d'aller au stade, car un militaire ne peut pas agir sans ordre. C'est ce que je disais au départ. Il déclare enfin, si le président n'a pu arrêter personne après les événements, c'est parce que c'est lui le planificateur. C'est le capitaine Marcel qui accuse le capitaine Moussa Dadis Camara. Et c'est l'un de ses proches.
qui n'a pas été en formation en Russie, parce qu'il ne pouvait pas laisser son oncle avec des inconnus. Il fallait rester avec lui. Quatrième étape pour la préparation du massacre, le suivi et la mise à exécution des ordres par le massacre. Suivant le PV d'audition de partie civile Côte 1129 en date du 5 décembre 2012, M. Elhadj Ibrahima Bari, mécanicien demeurant à Dar es Salaam à l'époque, déclaré au pool des juges d'instruction sur interpellation-réponse. Cependant, j'ai aperçu au loin deux officiers qui ressemblent à Moussa Keïta, le secrétaire permanent du CNDD et le président d'Addis, les deux assis dans une pick-up. C'est là où on a parlé de Marokana. Parce qu'il y avait des pick-up dans la cour de Marokana. Il y avait des bérets rouges dans cette cour. Et ces pick-up faisaient partie du dispositif présidentiel. À l'audience du 9 octobre 2023, M. Mouktar Ba, correspondant de RFI, déclarait devant ce tribunal: dans la soirée du 28 septembre 2009, une journaliste de la radio Liberté FM m'a informé qu'il y a eu une réunion au camp Alpha Yaya Diallo au cours de laquelle il a été ordonné par le président Moussa Dadis de rechercher Amadou Diallo et moi-même parce que nous sommes censés avoir filmé tout ce qui s'est passé au stade. Cette décision de rechercher et d'arrêter les deux journalistes suppose qu'il était sur le terrain et qu'il fallait détruire les images des caméras détenues par ces deux journalistes, Monsieur le Président. Vous savez, il y avait des hommes masqués. Donc, ils pouvaient être parmi les masqués ce jour. Parce que le matin, ils voulaient coûte que coûte se rendre au stade en disant « moi-même, je vais aller les sensibiliser ». Mais quelle sensibilisation? Cinquième étape, l'exécution du massacre selon la volonté du président. Sur la complicité d'assassinat. Je prends le PV d'audition de partie civile Côte 1060 en date du 11 septembre 2012 de Mme Mariama Baïlo Diallo, marchande, domiciliée au quartier Dixine École Rail à l'époque, qui déclarait au pool des juges d'instruction: le 28 septembre 2009, étant à côté des leaders politiques, un militaire m'a ordonné de descendre. Une fois en face de lui, il m'a poignardé avec la baïonnette de son fusil pour me percer au ventre. Par la suite, un autre m'a tapé sur l'épaule, ce qui paralysa complètement ma main droite. Ensuite, j'ai reçu une balle dans ma cuisse gauche. Étant dans l'impossibilité de quitter les lieux, j'étais obligé de rester avec les cadavres qui étaient autour de moi. C'est sur les lieux que ma copine a trouvé la mort par suite des fusillades. C'est dans ces circonstances que le vieux Thierno Tidiane de Dionfo a été gravement blessé. Là où ils sont, ils peuvent se rappeler. En plus de ces vieux, il y a un autre qui est mort à côté de moi, du nom de Mahmoudou. Personnellement, je suis resté avec les cadavres à l'enceinte du stade jusqu'à 19h30, heure à laquelle la Croix-Rouge est venue ramasser les cadavres. C'est lorsque le médecin a compté 47 cadavres. J'ai levé la tête pour lui dire qu'il y a 46 parce que moi, je ne suis pas morte. Donc le médecin compte 47, elle lève la tête, elle dit non, il y a 46. Il n'y a pas 47. C'est ainsi que le médecin m'a conseillé de rester parmi ces cadavres. Et par la suite, ils sont venus nous ramasser tous pour l'hôpital. Et c'est à l'hôpital que j'ai été retiré parmi ces cadavres pour mon hospitalisation. Donc, les 46 cadavres que j'ai parlé, ils viennent de la déclaration de cette dame, Monsieur le Président. Plus loin encore, elle déclare que c'est Dadis qui est responsable de ces crimes. Parce qu'un militaire m'a répondu pourquoi il me frappait.
en disant que c'est Dadis qui les a dit, qui leur a dit de nous tuer tous. C'est-à-dire, ceux-là que vous avez envoyés au stade, ils étaient tellement sûrs d'eux, à tel point qu'ils ont même raconté le secret. Ils ont même livré le secret à leurs victimes. Ils n'ont pas pu cacher. Mais c'est le péché qui les a pris. C'est le péché, Monsieur le Président. Complicité d'assassinat, destruction d'organes humains et dissimulation de corps. Suivant PV d'audition de partie civile, code 1055 en date du 10 septembre 2012. M. Mohamed Saliou Diallo, marchand domicilié au quartier Koloma à l'époque, déclarait devant le pool des juges d'instruction: je porte plainte pour coups et blessures volontaires et pillage. En effet, en tant qu'agent du maintien d'ordre de mon parti, l'UFDG, le 28 septembre 2009, je me suis rendu au stade pour le maintien de l'ordre. Lorsque les leaders sont rentrés, un car plein de personnes habillées en t-shirt est entré dans le stade. 2 personnes sont descendues de ce car pour se poster. Soudain, des agents sont rentrés et nous avons entendu des crépitements de balles. C'est à cette occasion que j'ai été attaqué par les 2 personnes qui étaient postées. D'ailleurs, l'une d'elles possédant un couteau m'a poignardé à ma main gauche. C'est en voulant me défendre, en esquivant le coup du second, que j'ai reçu une balle qui a traversé ma cuisse gauche. Malgré tout, j'ai reçu également un coup de crosse au dos. Ça, c'est douloureux, un coup de crosse. Mais c'est la mort. C'est plus douloureux même que la balle, un coup de crosse. Il faut voir le volume, il faut voir le poids de la crosse. C'était pour assommer l'intéressé. Enfin, c'est une balle que j'ai reçue au niveau de mes reins, dont je vous montre la trace. C'est en ce temps que j'ai perdu toute connaissance. Par la suite, j'ai été évacué grâce à l'intervention de la Croix-Rouge à l'hôpital d'Onka. À une question posée par son conseil consistant de savoir s'il y avait une coordination entre ceux qui intervenaient, il répondait par l'affirmative, parce que selon lui, si les militaires tirent sur un manifestant, il y a des hommes détenteurs de couteaux qui viennent achever le manifestant. Et enfin, d'autres pour le transporter dans les camionnettes garées à la rentrée du stade pour une destination inconnue. Donc, vous voyez, il y a une coordination. Les jeunes tirent, si l'intéressé ne meurt pas sur place, les autres viennent l'achever avec les baïonnettes et les couteaux ou les haches, et les autres les transportent dans les camions. Mort sur place et transporté, ni vu ni connu. Il précise qu'il y avait des gens à la sortie qui ont des couteaux, qui sélectionnaient les manifestants en fonction de leur visage pour les poignarder et les tuer. Il y a eu plusieurs cas de ce genre. Il ajoute qu'au moment où j'étais à l'hôpital blessé, on m'a appris que ma boutique a été incendiée et vandalisée. Sur la question des fosses communes, posée toujours par son conseil, il précise que selon un de ses amis, le nommé Alpha, qui vendait à côté du camp Samori à l'époque, disait avoir vu 41 corps de manifestants dans la cour du camp Samori qu'on a empilés en cassant à l'aide des barres de fer les bras, les jambes, partout où il y a des os, dans l'intention de transformer la personne en bouillie pour mettre dans les sacs et embarquer pour une destination inconnue. Donc si je vous parlais de 41 corps empilés, cassés, c'est sur cette déclaration, Monsieur le Président, je n'ai rien inventé. Sur la complicité du président Dadis de la dissimulation des corps, Monsieur Mamadou Bari déclarait devant le pool des juges d'instruction, suivant PV d'audition de partie civile, code 1185, en date du 13 février 2013.
le 28 septembre, après la rentrée des leaders politiques, au moment où ceux-ci devraient s'adresser aux militants, nous avons entendu des coups de feu. Au moment des tirs, les gens tombaient de tous les côtés. Pour sauver ma vie, j'ai fait semblant d'être mort. Et je me suis couché au milieu des cadavres. Même si c'est moi, c'est ce que j'allais faire. Je n'allais même pas tenter de sortir. J'allais me coucher sous les cadavres. J'ai pu voir ce qui s'est passé autour de moi. Et je voyais des militaires, gendarmes et policiers en train de tirer sur les manifestants. C'est dans cette période d'observation que j'ai vu des hommes qui n'étaient pas en uniforme venir ramasser les corps. Personnellement, ils m'ont traîné à terre par mes pieds. Ils m'ont jeté dans le véhicule, croyant que j'étais mort. Par la suite, ils ont jeté d'autres corps sur moi. J'ai tout accepté pour ma survie. Le camion dans lequel je me trouvais était bâché et je ne voyais pas ce qui se passait à l'extérieur. Mais comme certains corps étaient sur moi, j'ai profité du moment de notre départ du stade et des secousses de la route pour me mettre au-dessus des tas de corps dans lesquels je me trouvais. Ainsi, nous avons été conduits, je ne sais où. Je précise que le camion démarrait et s'arrêtait sans cesse jusqu'à notre arrivée. Parce que les coups de fil étaient là. Vous êtes où? Venez. Il faisait nuit et je ne connaissais pas dans quel quartier nous étions. Le camion s'est arrêté à côté d'un grand trou creusé dans la terre. Je précise que tous ces corps ont été mis dans cette fosse. Au moment du débarquement, un militaire a éclairé l'intérieur du camion et m'a vu éveillé. Sans dire mot, j'ai levé la main pour demander pardon. C'était un béret rouge qui était monté dans le camion pour débarquer les corps. Après m'avoir découvert, les militaires ont discuté. Certains voulaient que le m'enterre vivant et d'autres ont souhaité que je sois reconduit au camp Al-Fayed. Finalement, ils ont accepté tous de me ramener au camp. J'y suis resté 5 jours durant et j'étais couvert du sang des cadavres qui étaient dans le camion avec moi. Comme ils m'interrogeaient pour savoir si j'étais capable de raconter mon histoire, je faisais le fou pour me sauver. Pendant ce temps, certains militaires me frappaient, d'autres m'insultaient et j'acceptais tout en faisant croire que j'avais perdu la tête. Ils m'ont cru fou et par la suite, ils m'ont jeté derrière la cour du camp. C'est là que j'ai interpellé un passant qui m'a aidé d'aller dans une famille voisine du camp pour me laver et me donner des habits. Le lendemain, j'ai communiqué le numéro de mon frère à la famille qui m'avait hébergé et ce dernier est venu me chercher. Voici quelqu'un qui a vécu les faits. Sur une question de son conseil, il répondait « Oui, j'étais avec d'autres personnes dans le violon. Nous étions battus tous les jours par les bérets rouges. Nous avons été torturés. Notre crâne a été rasé forme croix sur la tête. » Monsieur le Président, lui, il a vécu les faits. Il a vu la mort. Il a vu la mort venir. Il s'est protégé sous les cadavres. Il a été transporté dans le même camion que les cadavres. Et il a vu comment les gens ont été déversés dans ce trou. Et il fallait faire le fou pour être sauvé, Monsieur le Président. Et comme il a dit, le camion était bâché, il ne pouvait pas savoir à quel endroit de Conakry il était. Lui, c'est un témoin vivant, Monsieur le Président. C'est pourquoi vous avez un lourd fardeau, mon capitaine, sur la tête.
un lourd fardeau. À l'audience du 9 octobre 2023, j'avais raconté ça, les 84 corps ensevelis au cimetière du Koza, selon Mouktarba. Madame Traoré aussi, les 250 corps, les 250 corps par camion, où 4 camions ont été chargés, j'avais raconté ça. Mamadou Ali Fofana aussi, qui a constaté le chargement des corps à la morgue de Ignasdine ici, pendant 40 minutes, je ne reviens pas là-dessus. Les 157 corps relatés par le colonel Oumar Sano, chef d'état-major général des armées, j'en ai suffisamment parlé. Donc, Monsieur le Président, les 2652 corps, plus le camion plein et les 3 autres camions, non, la pick-up pleine, j'allais dire, dont j'ignore le contenu, les partis civils réclament ces corps-là au capitaine Moussa Dadis Camara. Où sont ces corps, mon capitaine? Dites-nous où sont ces corps. Nous avons besoin au moins de les retrouver pour prier sur eux afin de les enterrer dignement. Ou aller au moins prier sur leurs dépouilles mortelles. Au moins, nous avons besoin de connaître l'endroit où se trouvent tous ces corps. Donc, nous les réclamons au capitaine Moussa Dadis Camara et au colonel Ablaye Chérif Diaby, ministre de la Santé à l'époque. Complicité de coups et blessures. Selon M. Mamadou Baïlo So, staffeur, suivant le PV d'audition de partie civile, Côte 1056, en date du 10 septembre 2012, lui également, il a raconté, j'avais déjà parlé de lui, son arrestation au stade du 28 septembre, son embarquement dans une pick-up jusqu'à l'écho numéro 1. Et il a précisé que lui et ses compatriotes ont été battus de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry jusqu'à l'écho numéro 1. Inutile de revenir là-dessus. Donc, Monsieur le Président, en ce qui concerne la complicité de coups et blessures, j'en ai suffisamment parlé des victimes de coups et blessures volontaires ici. Je suppose que le capitaine Moussa Dadis Camara, étant le commandant en chef des forces armées à l'époque, le commandant du régiment de la garde présidentielle, le responsable de la garde présidentielle et l'ordonnateur principal à tous ces hommes qui sont allés commettre ces coups et blessures volontaires. Les viols également qui ont été commis au stade par ces bérets rouges, ces gendarmes, ces policiers. Là également, je mets ça sur la tête du capitaine Moussa Dadis Camara comme étant complice, sans vouloir revenir sur tous ces PV-là, parce que le monde m'attend. Ensuite, Monsieur le Président, vous verrez que il y a eu beaucoup de blessés, beaucoup de morts, beaucoup de femmes violées, beaucoup de personnes torturées, tout ça sur les ordres du capitaine Moussa Dadis Camara. Bref, vu les déclarations des partis civils, les témoignages apportés à l'instruction préparatoire et à la barre, le capitaine Moussa Dadis Camara, en sa qualité de président de la République, commandant en chef des forces armées, responsable de la garde présidentielle, commandant du régiment présidentiel, garant de la sécurité de tous les Guinéens, n'ayant pas arrêté le massacre
n'ayant pas fait arrêter les suspects après le massacre et n'ayant non plus fourni la liste de ceux qui ont participé à la préparation, la planification, la fourniture des moyens et à l'exécution du massacre, s'est rendu coupable de plusieurs infractions à travers la responsabilité du commandement et de sa participation personnelle dans la commission de dites infractions. Il s'agit, entre autres, de complicité d'assassinat, complicité de coups et blessures volontaires par arme à feu, complicité de coups et blessures volontaires par arme blanche, complicité de torture, complicité de viols collectifs et esclavage sexuel, complicité de destruction d'organes humains, complicité de séquestration, complicité de dissimulation de corps, complicité de pillage, destruction de biens mobiliers et vol, complicité enfin de traitements inhumains et dégradants. Toutes ces infractions, Monsieur le Président, relèvent des crimes contre l'humanité. Il me reste deux seulement, Monsieur le Président. Vous déclarerez le capitaine Moussa Dadis Camara coupable et convaincu de toutes ces infractions. Il me reste deux personnes seulement, très rapidement. Le capitaine Marcel Guilavogui, sur le pillage de la pharmacie et la séquestration des blessés. Suivant le PV d'audition de partie civile, cote 916 en date du 29 avril 2010, Madame Oumou Bari, secrétaire domiciliée à Amdallah et Konkasser, après qu'elle ait raconté ses péripéties au stade, jusqu'à s'abriter dans une concession voisine à l'Andrea, déclarait devant le pool des juges d'instruction qu'à 16 heures, les agents de la Croix-Rouge sont venus nous mettre dans des brancards pour nous déposer au service des urgences de l'hôpital de Donka. Vous voyez, en ce moment, ils ne pouvaient même pas se tenir debout, encore moins marcher. Vu la gravité des blessures, l'ampleur des blessures, il a fallu les mettre dans des brancards. Il nous a été demandé, je m'excuse, après les premiers soins et à la demande de la Croix-Rouge, il nous a été demandé d'aller nous servir en médicaments à la pharmacie de l'hôpital. Peu après mon départ, des militaires sous le commandement d'un certain Marcel, qui portait un bandeau rouge, jaune et vert sur sa tête, sont venus piller la pharmacie. Ils se sont mis à embarquer des blessés dans leur véhicule. Je précise que les militaires avaient braqué une mitrailleuse sur l'hôpital. Donc même l'hôpital était menacé d'être pilonné. Et un hôpital aussi. Ah, ça c'est grave. C'est la raison pour laquelle Dr Hadja Mariam Adjelo Bari et les autres médecins qui étaient sur les lieux étaient venus protester vigoureusement. Après le traitement, ce n'est que le lendemain matin que mon époux est venu me chercher. Sur les coups et blessures volontaires par arme blanche et menace de mort, mon distingué confrère a largement parlé des coups et blessures portés sur les leaders politiques, notamment sur M. Sidia Touré. Je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. À l'audience du 28 mars 2023, M. Lousseni Fall également a parlé éloquemment des coups que M. Marcel a assénés à M. Sidia Touré, même dans la voiture. C'est lui qui a menacé de faire exploser la grenade à la clinique Ambroise Paré. J'ajoute ça. À l'audience du 3 mai 2023, Talhatou Garanke Diallo déclarait Marcel Guilavogui était avec Toumba au stade et avait bastonné sérieusement les leaders politiques. Lui, son rôle principal, c'était de frapper les leaders et de blesser chacun sur la tête. Si vous voyez la photo des leaders, chacun a reçu une blessure sur la tête. Suivant le PV, le procès verbal numéro 34 du 6 mai 2011 de la commission rogatoire, le colonel Claude Pivet déclarait aux enquêteurs, citation, aux environs de 20 heures, dans sa chambre à coucher, la chambre du président, où j'ai trouvé le colonel Korka
ancien ministre du Commerce, et le commandant Manju Djoubate, directeur du bureau de presse de la présidence d'alors. Devant tous ceux-ci, je lui ai exprimé mon désir d'arrêter Toumba et ses complices pour implication dans la tragédie du 28 septembre 2009. Entre autres, lieutenant Marcel. Ça, c'est le colonel Claude Pivi qui accuse le capitaine Marcel. Il a voulu le mettre aux arrêts. Bref, Monsieur le Président, vu les déclarations des parties civiles, les témoignages apportés à l'instruction préparatoire et à l'instruction définitive ici, le capitaine Marcel Guilavogui s'est rendu coupable des faits des coups et blessures volontaires par arme blanche, pillage et déportation de blessés, menaces de mort, complicité de torture, complicité de séquestration, complicité de traitements inhumains et dégradants. Vous le déclarerez coupable de toutes ces infractions. Et enfin, le sergent-chef Paul Mansa Guilavogui, je termine par lui. Sur sa présence à Conakry et au camp Koundara au moment des événements du 28 septembre. Sur son PV d'interrogatoire, là j'exploite son PV d'interrogatoire lui-même, en date du 5 août 2015. Le sergent-chef Paul Mansa Guilavogui reconnaît qu'il avait été radié de l'armée guinéenne pour avoir quitté camp où il servait pour venir à Conakry au temps du CNDD. Voici un militaire qui était à Kankan, dans une unité là-bas. Lorsque le CNDD est venu au pouvoir, il a quitté son unité sans permission. Il est venu se joindre au CNDD. Il affirme qu'il fréquentait le camp Koundara, où il a servi aux côtés de Bégré, commandant du dit camp, le plus pervers de tous les pervers. Sur recommandation du commandant Ishiaga et du capitaine Makambo. Donc ce sont les deux qui l'ont recommandé d'aller travailler avec Bégré. Il soutient ceci. Si j'ai dit que je n'étais pas au camp Makambo, j'aurais menti. Là où je me trouvais, c'est comme un salon. J'étais chauffeur et ce que j'avais à faire, c'est de conduire en cas de mission. Voilà. Tout le monde sait que le 28 septembre, les militaires qui se sont rendus là-bas, ils étaient en mission. Et comme Bégré et tous ces éléments s'étaient rendus là-bas, il a dû conduire l'un des véhicules, puisqu'ils étaient en mission. Sur sa participation au massacre, au 28 septembre, au massacre au stade du 28 septembre, le sergent-chef Paul Mansa Guilavogui confirme qu'il était chauffeur et en cette qualité, il conduisait les éléments en cas de mission. Étant donné que son commandant et tous ces éléments étaient au stade, moi je présume qu'il est évident qu'il était l'un des chauffeurs ce jour. Aller au stade et massacrer la population civile était la mission de Bégré. C'était sa mission. C'est pourquoi d'ailleurs le sergent Paul Mansa a reconnu devant le pool des juges d'instruction lorsqu'il affirme « Toumba et Bégré sont allés au stade, chacun avec sa garde ». C'est lui qui l'a dit. Toumba et Bégré sont allés au stade et chacun avec sa garde. Comment il l'a su? C'est parce qu'il était physiquement présent. Il les a identifiés. Au moment où il commettait les exactions, il a identifié Toumba, il a identifié Bégré, il est parti avec lui. Donc, il n'y a pas de discussion là-dessus. C'est celui qui a permis de dresser la liste. Celui-là qui a permis de dresser une liste de 21 éléments qui se sont rendus au stade à bord de 3 pick-up, qui ont d'abord fait escale au camp Kamayen, ancien camp Boiro, avant de rallier le stade. Il s'agit entre autres, lorsque vous prendrez, Monsieur le Président, son PV, vous verrez la liste. Lieutenant Bégré, commandant du camp Koundara.
Tanene, Ngefi, Dos, Bala Keita, Rambo, Adjudant Jo, Alia Kourouma, Adjudant Mane, Small Soldat, Adjudant Lala, Adjudant Alia, Adjudant Alia Silla, Adjudant Fatoumata, Adjudant Chef Brino, Mas Kobele, Adjudant Chef Fantamadi, César, Bouba, et enfin Sergent Paul Mansagila. 21 personnes. Et 3 pick-up pouvaient faire les 21 personnes. C'est ça la vérité. Vous avez été vus au camp Kamayen d'abord. C'est là où vous avez campé avant de rallier le stade. C'est là où vous avez campé. La présence de Begré et ses éléments au stade lors du massacre est également confirmée par le capitaine Marcel Guilavogui. Là aussi, c'est un accusé qui vous accuse. Lors de son second passage, Monsieur le Président, il déclarait « Avant d'arriver à la porte du stade, j'ai vu Begré et sa troupe entrer en force au stade. » C'est le capitaine Marcel qui le déclare. Il ne peut pas inventer dans la mesure où lui-même était présent, Monsieur le Président. Plus loin, il ajoute « Je n'ai vu aucun élément de la garde présidentielle au stade. Il n'y avait que la garde parallèle. Joseph Makambo, Moussa Keboro Kamara, Begré et ses hommes. Et j'ai reconnu Toumba Diakité. » C'est le capitaine Marcel Guilavogui qui le déclare. Donc, vous dire ici, Monsieur le Président, que le 28 septembre, j'étais à Kankan, non. Il était là. Il a participé au mouvement. Il a participé au massacre, Monsieur le Président. Sur la séquestration de plusieurs manifestants au camp. Suivant PV d'interrogatoire, sergent-chef Paul Mansa Guilavogui déclare ceci, c'est lui-même qui parle. Quand je suis venu au camp Makambo, j'ai trouvé des détenus et il m'a été rapporté que ce sont les gens qui avaient été arrêtés au stade. Là, il fait semblant qu'il n'était pas au stade, que c'est après le massacre qu'il est venu, alors qu'il était présent. Cette séquestration est confirmée par les sieurs Mamadou Samba Bari, Tcherno Mamadou Aliou Diallo et autres. Je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Sur sa participation aux séances de torture infligées aux manifestants séquestrés, suivant son propre PV, sergent Paul Mansa Guilavogui déclare devant le pool des juges d'instruction: il y a eu des tortures à ma présence. La personne qui le faisait, c'est Begré et ses hommes. Il fait partie des hommes de Begré. Il a fui son unité d'origine pour venir se joindre à Begré. Il était devenu un membre à part entière des éléments de Begré. C'est dans une grande salle, c'est lui qui racontait, c'est dans une grande salle qu'on regroupait les gens. Tout s'est passé à ma présence. Les victimes ont parlé du salon, à l'étage, au 3e étage, leur lieu d'entraînement. C'est ce salon-là qu'il parle, c'est cette grande salle-là qu'il parle. On faisait exposer des gens sous le soleil, c'est lui qui parle. Quand le chef donne des ordres, on ne peut pas ne pas le faire. Ça veut dire qu'il a exécuté les ordres. Lui-même, il a exécuté. Les tortures dont il s'agit consistaient à mettre les gens au soleil autour du mât. Nos clients l'ont raconté ici. On vous fait coucher et on vous dit de regarder le soleil. On frappait autour du mât, c'est lui qui parle, avec des matraques. Begré donnait ses ordres après s'être saoulé. Il n'y avait pas de temps précis pour les tortures. Il n'y avait pas de temps. Donc, à n'importe quel moment, on pouvait torturer les gens. Il pouvait même faire les tortures tard la nuit. Tard la nuit.
Ça, c'est le système ancien qui a été incorporé dans l'armée. Moi-même, j'ai assisté des clients dans les bandes de 2 heures, 3 heures du matin, à l'ordre ici. 2 heures, 3 heures du matin. J'amenais les clients dans ma voiture. Et après, j'ai plaidé pour les ramener à la maison, pour ne pas qu'ils soient mis en détention. Donc quand il dit lui-même que parfois des tortures se faisaient tard la nuit, je confirme. C'est vrai. Monsieur le Président, en plus de son aveu, des victimes se sont exprimées devant le pool des juges d'instruction et devant cette barre. C'est le cas, par exemple, de Mamadou Samba Bari et de Tcherno Mamadou Aliou Diallo. Mamadou Samba, né à Dongoltou Mapita, déclaré à l'audience du 9 octobre 2023 devant vous ici. Le 28 septembre 2009, j'ai appelé le numéro d'un frère du nom de Amadou Korkaba. Après ma sortie du stade, c'est lui qui a répondu à déclarer qu'il est au camp Koundara. C'est ainsi que je me suis rendu au camp Koundara. Une fois à l'intérieur, on nous a bastonné, versé de l'eau chaude. Ils nous ont fait monter au 3e étage où nous avons trouvé le colonel Aïdor Ba en détention. Ils nous donnaient 50 coups chaque jour. Le jour que le sergent Paul est ivre et fatigué, il nous demande de nous mettre en sardine. À la question de savoir, vous étiez combien? Il a dit que nous étions un nombre de 26. Se mettre en sardine, c'était quoi? Se superposer. Cela a duré combien de temps? 10 à 15 minutes. Imaginez-vous. C'est lui qui est en bas. Ceux qui sont en bas, ceux qui sont au milieu, qui sont battus, qui ont faim, qui ont soif, on les superpose pendant 10 à 15 minutes. Mais c'est la mort dans l'âme. Pourquoi vous avez retenu spécialement le nom de sergent Paul et celui de Tanene? C'est parce qu'ils étaient plus proches de nous. C'est ça. Est-ce que c'est après les 50 coups qu'on vous versait de l'eau fraîche? Oui. On vous donnait à manger et à boire en combien de fois par jour? C'est le lieutenant Tanene qui nous donnait à manger et à boire. Tanene. Est-ce que vous aviez été entendu sur PV? Jamais. Personne n'a été entendu. Pourquoi on détient les gens? Si on reproche quelqu'un de quelque chose, pourquoi on ne l'entend pas sur PV? Et on rencontre. Monsieur Tcherno Mamadou Aliou déclare à l'audience du 11 octobre 2023. Après m'avoir arrêté, embarqué dans une pick-up, on m'a amené au camp Koundara avec un groupe de manifestants au 3e étage. C'est leur salle d'entraînement. Le sergent Paul nous a insultés en nous traitant de rebelles avant de nous dire de se mettre en sardine. Celui qui est en haut est toujours copieusement chicoté. C'est pourquoi j'avais dit, dès qu'il dit « mettez-vous en sardine », il s'est précipité et il s'est cogné. Parce que chacun veut être en bas pour ne pas recevoir les coups de chicotte. Le mardi vers 14 h, ça veut dire le 29 septembre, on nous a appelés pour prendre le café. Là, c'est pas le café, c'est le café de la police. Il s'agissait de se coucher sur le goudron chaud et de recevoir 50 coups avant de nous faire ramper. On nous a dit après d'aboyer comme les chiens, ce que nous avons fait. On nous a dit de magnifier Dadis, ce qui fut fait. Ensuite, on nous a dit de se coucher et de regarder le soleil, ce qui fut fait également. Mercredi vers 12 h, le sergent Tanene nous a demandé si nous avions mangé. Donc lundi, mardi, jusqu'au mercredi vers 12 h, il n'avait pas mangé.
en train de subir les tortures. Bon, je pense qu'on va se limiter là aujourd'hui. Monsieur le Président. Ah oui, parce que vous ne terminez jamais, donc on va... Je suis à la dernière page. S'il vous plaît, il fait nuit. Je n'ai que 3 lignes, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Je termine. Je n'ai que 3 lignes, s'il vous plaît. Allez-y alors. Voilà. On va voir. Le dimanche, j'ai été libéré avec l'intervention d'un policier moyennant le paiement d'une rançon. Bref, au vu des déclarations concordantes des parties civiles, les différents témoignages et surtout l'aveu du sergent-chef Paul Mansa Guilavogui, son aveu, Monsieur le Président, ce dernier s'est rendu coupable des faits d'assassinat, meurtre, viol collectif, coups et blessures volontaires par arme à feu, torture, séquestration, traitement inhumain et dégradant au stade et au camp. Vous le déclarerez coupable et convaincu de toutes ces infractions. Monsieur le Président, honorable assesseur, vous comprendrez aisément que les bérets rouges de la garde présidentielle, dont le capitaine Marcel Guilavogui, le lieutenant Begré, le sergent-chef Paul Mansa Guilavogui, capitaine Joseph Makambo, Georges Théodore, Gono Sangaré, Sankara, les gendarmes, les policiers, les recrues de Kalea et les miliciens habillés en maillot de Chelsea sont individuellement responsables des crimes contre l'humanité commis le 28 septembre 2009 au stade du même nom. Leur chef hiérarchique, à savoir le capitaine Moussa Dadis Kamara, le colonel Moussa Tcheboro Kamara, le colonel Jean-Claude Pivi, le colonel Ablaye Sherif Diaby, sont également responsables des crimes contre l'humanité pour avoir donné des ordres aux subordonnés ou pour s'être abstenus d'empêcher leurs subordonnés de commettre les crimes ou encore pour n'avoir sanctionné personne après le massacre. Vous les déclarerez tous coupables et convaincus des crimes contre l'humanité. L'État guinéen, Monsieur le Président, l'État guinéen avait la responsabilité de protéger ses citoyens contre les graves violations des droits de l'homme. Cependant, les forces de sécurité guinéennes ont démontré qu'elles sont spécialisées dans la répression à sang contre la population qu'elles devraient protéger. C'est pour cette raison que le gouvernement guinéen a l'obligation de procéder à la réparation adéquate, effective et rapide du préjudice subi par les victimes. Le tout en application des dispositions des articles 7 et 28 du statut de Rome, 4, 486 et 487 du Code de procédure pénale, 194, 195, 197, 198, 206, 208, 232, 203, 239 à 242, 510, 514 à 516, 373, 381, 382, 297, 298, 299, 848, 849, 268, 303, 283, 288, 19 et 20 du Code pénal guinéen. En le faisant, vous aurez rendu justice et sauvé le reste de l'humanité. Il me reste les intérêts civils seulement, Monsieur le Président. Les intérêts civils seulement. Demain, vous ferez ça. Merci, Monsieur le Président. Cette affaire est renvoyée au 15 mai 2024 pour la suite des débats. L'audience est levée.